Une jeune femme pauvre avec un enfant achète des couches avec ses derniers dollars, jusqu'à ce qu'un millionnaire qui se tient derrière elle intervienne. Que se passerait-il si une rencontre fortuite dans une pharmacie entre une femme qui n'a que 4 dollars dans son portefeuille et un homme qui en a des millions changeait la vie de chacun d'eux? Et si une jeune mère avec un bébé dans les bras, sans aucune chance, refusait d'être l'objet de la pitié de quelqu'un et choisissait la voie de la lutte? Avant de commencer l'histoire, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez aujourd'hui. La file d'attente à la pharmacie avançait lentement. Une femme aux yeux fatigués, d'une trentaine d'années, tenait contre sa poitrine un panier en plastique avec de la nourriture pour bébé, des lingettes et un paquet de couches les moins chères. Dans l'autre main, elle tenait de la petite monnaie, comptée chez elle, pièce par pièce. Elle s'appelait Emma. Il faisait froid dehors, tout comme dans sa vie ces derniers mois. Derrière elle, un homme en manteau sombre se tenait debout. Il avait un profil strict, les cheveux soigneusement coupés et son regard ne quittait pas l'écran de son téléphone. Mais lorsqu'Emma commença à compter l'argent à haute voix, ses yeux se levèrent lentement. Il entendait cette arithmétique, pas enfantine, mais de survie. « Excusez-moi, dit la caissière. Pouvez-vous s'il vous plaît enlever les couches? Je prendrai seulement la nourriture et les lingettes. » Pause. Derrière, quelqu'un dans la file poussa un soupir discret. « Permettez-moi, dit une voix d'homme, calme mais insistante. » Emma se tourna. L'homme derrière elle tenait une carte. « Je vais payer, dit-il. » Elle se hérissa. « Non, merci, je ne prends pas de charité. » Il la regarda Lily dans son porte-bébé, endormie, serrant dans sa main un coin de couverture fine. « Ce n'est pas une charité, c'est un prêt. Vous pourrez le rendre si vous voulez, sinon ce n'est pas grave. » La caissière se figea aussi, attendant un ordre. Emma pesa entre sa fierté et la faim. Elle fit un pas en avant et murmura « D'accord, mais je rendrai. » Il faisait sombre dehors. Emma marchait vers son vieil appartement d'une pièce, dans un immeuble qui avait depuis longtemps besoin de réparation. James Harrington, le directeur général de la société âgé de 42 ans, la suivait étrangement. Il ne s'imposait pas, voulait juste s'assurer qu'elle et son enfant arriveraient en toute sécurité. « Vous n'êtes pas obligé. » commença-t-elle en ouvrant la porte rouillée. « Je sais, répondit-il calmement. Elle entra la première. L'appartement était misérable mais propre. Le sol était nettoyé, les vêtements soigneusement pliés. Sur le mur, des dessins d'enfants signés en lettres d'imprimerie, Maman plus Lily. James s'arrêta un instant sur le seuil. Tout ce qu'il avait l'habitude d'appeler maison semblait différent. Des intérieurs de designer, des pièces vides et un silence étourdissant. « Vous n'avez pas laissé votre numéro, dit-elle en enlevant sa veste. » Il lui tendit une carte de visite au cas où elle déciderait de rembourser la dette ou simplement de discuter. Cette nuit-là, Emma regarda longtemps la carte. Le papier était épais, le nom gravé en relief, et en dessous, un titre qu'elle ne connaissait que par les films. Elle rangea la carte dans un tiroir, entre les copies de reçus et un dessin d'enfant où elle et Lily se tenaient par la main. 3 jours plus tard, la carte réapparut sur l'écran de son téléphone. « Miss Mitchell, c'est James Harrington. Ne pensez pas que je suis assistant, mais puis-je vous inviter à une conversation professionnelle? Je ne cherche pas de charité. » Encore une fois, il parla de manière stricte, mais moins sûre cette fois. « Alors acceptez l'offre. Un travail avec un salaire réel, pas de nettoyage, mais un poste d'assistante personnelle. » Silence. « Pourquoi moi? Demanda-t-elle. « Parce que je n'ai pas vu quelqu'un qui, n'ayant rien, a réussi à garder sa maison intacte. » Emma arriva dans le bâtiment où le sol en marbre brillait et les murs étaient décorés de tableaux valant ce que son appartement tout entier pouvait coûter. Elle fut conduite au dernier étage. James l'attendait, la rencontra non pas comme un collègue, mais comme quelqu'un qui respectait son choix. « Je ne sais pas être dans un bureau, prévint-elle immédiatement. « C'est même bien, répondit-il. Les bureaux n'ont parfois pas d'âme, mais vous en avez une. » En partant, il lui dit, « Vous n'êtes pas une subordonnée. Vous êtes un partenaire, mais au début. Je n'ai pas proposé un poste. J'ai proposé une chance. » Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Emma coucha Lily sans inquiétude, mais avec un mince espoir.
Le matin commença lorsque Lily se réveilla avant le réveil. Emma la nourrissait en chemin, vérifiant les transports, le métro, le bus, les correspondances. Tout était calculé à la minute près. Son premier jour de travail avait commencé à la maison, dans sa tête, dans ses vêtements, dans son regard. Elle mit la tenue la plus stricte qu'elle possédait, une simple robe noire et un blazer acheté avec ses dernières économies dans une friperie. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval serrée. L'enfant fut confié à une voisine, une grand-mère, avec laquelle elle avait convenu à l'avance. À la réception du bâtiment avec des murs en miroir, elle fut accueillie avec méfiance. Elle ne ressemblait ni à une entreprise ni à une femme d'affaires. Le gardien appela la secrétaire, qui grinça en la voyant mais la fit entrer. « On vous attend au 32e étage » lança-t-elle froidement, l'examinant comme un objet d'exposition. Emma monta en ascenseur seule. Son cœur battait à tout rompre. L'atmosphère était aussi étrangère qu'une autre planète. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle fut accueillie par James en chemise sans cravate, un dossier en main, avec la même calme assurance qu'à la pharmacie. « Vous êtes déjà venu. » À grands pas, dit-il. Il la conduisit dans son bureau. Une grande fenêtre donnait sur la ville. L'air sentait le café, le papier et la décision. « Votre tâche est de gérer mon emploi du temps, organiser les réunions, examiner les documents avant qu'ils n'arrivent sur mon bureau. Vous y arriverez ? » « Si je n'y arrive pas, je partirai, répondit-elle. Il sourit. « On va voir. » La première semaine, elle ne fit presque rien d'autre que trier des documents, apprendre des logiciels et tout écrire à la main. Les collègues la regardaient du coin de l'œil. Elle ne faisait pas partie de leur cercle. En particulier, une femme d'une quarantaine d'années avec une coiffure parfaite et des ongles manucurés, qu'Emma avait vue pour la première fois le 3e jour. « Je suis Victoria Harrington, dit-elle, anciennement. Et entre nous, il n'y aura pas d'amitié. Ne te fais pas d'illusions. Tu es ici à la caprice de James. Et des gens comme toi viennent et partent rapidement. » Emma ne répondit pas, car on lui avait appris que le respect ne crie pas, il se prouve. 2 semaines plus tard, James la désigna comme la responsable lors d'une réunion avec des fournisseurs. « Vérifie les documents. Je signerai seulement ce que tu valideras. » Elle passa la nuit avec une calculatrice, repérant une petite incohérence mais importante, et soumit un rapport corrigé. Le lendemain matin, il le signa sans poser de questions, et après la réunion, il dit simplement « Bon travail ». À la fin du mois, on commençait à la reconnaître par son prénom, dans le café, dans les salles de réunion, même dans la comptabilité. Elle restait invisible au commérage, mais visible pour le travail. Elle souriait seulement à sa fille le soir lorsqu'elle rentrait chez elle. Un soir, tard, alors que le bureau était presque vide, James s'approcha. « Vous avez été ce que je n'attendais pas, mais ce dont j'avais besoin. Je ne veux pas être votre exception. Je veux être celle qui travaille mieux que les autres, répondit-elle. Il hocha la tête. Alors, vous l'êtes déjà. 1 mois plus tard, elle fut appelée en réunion avec la direction. Elle ne savait pas pourquoi, mais y alla. Autour de la table, 6 personnes, dont Victoria, qui la regardait avec un sourire moqueur. Nous avons entendu dire que vous vous êtes immiscé dans le contrat avec Cortex, demanda quelqu'un. J'ai vérifié les chiffres, il y avait une erreur, répondit calmement Emma. Ou vous vous considérez comme une experte. À ce moment, James entra. Je la considère comme une personne qui n'a pas peur de vérifier même ce qui a été approuvé. Victoria ricanait. Ou elle joue juste un rôle. Ça suffit, dit James. Après cette conversation, Emma comprit qu'on la prenait au sérieux. Mais cela apporta autre chose, suspicion, jalousie. Un manager l'appela une proche de James. Une autre employée cessa de la saluer. Mais tout cela importait peu. Elle rentrait chez elle, retrouvait Lily, et chaque soir elle sentait qu'elle vivait un peu mieux que le jour précédent. Et au fond d'elle, quelque chose de plus sombre, de plus dangereux grandissait. Un jour, James dit, « Je suis content que tu aies accepté de m'aider ce jour-là devant la pharmacie. » Elle ne savait pas quoi répondre, car dans ces mots, il n'y avait pas de remerciement. Il y avait quelque chose de plus. Le matin commença avec du café renversé sur un contrat de 500 000. Ce n'était pas sa faute.
Un des managers, en passant, avait heurté son coude. Le papier était sauvé, mais les rumeurs déjà commanditées, elle ne gère pas bien. Hier, elle a confondu 2 documents. Et tu as vu comment elle est habillée? Elle ne s'efforce même pas de s'intégrer. Je ne serais pas surprise si entre elle et James il y avait quelque chose. Comment expliquer autrement cette confiance? Emma entendait tout, ou presque tout. Elle ne réagissait pas, car sa journée était remplie de tâches, appels, rapports, réunions, vérifications. Le travail lui prenait de l'énergie, mais lui donnait un sentiment de contrôle. Elle revenait toujours dans le même petit immeuble, mettait Lily à cuire sa bouillie sur la cuisinière, et la berçait en la caressant sur la tête jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais maintenant, entre elle et la pauvreté, il y avait une fine barrière, pas de l'argent, mais de la foi que tout change. 1 mois et demi après avoir commencé à travailler, James lui confia la préparation des documents pour un investissement avec une grande entreprise de télécommunications. Les documents étaient volumineux, les rapports compliqués, et elle remarqua une incohérence. L'un des rapports, concernant le portefeuille d'investissement, avait été modifié la veille de la soumission au Conseil. Les lignes avaient été nettoyées, le rendement exagéré de presque 7%. À première vue, cela semblait anodin. Mais si l'accord échouait, cela nuirait à la réputation de toute l'entreprise. Emma s'approcha de James, le soir, juste avant qu'il ne parte. Il y a quelque chose qui cloche dans ces documents. Il les prit en main, comprit presque immédiatement de quoi il s'agissait. Le silence dura longtemps. Qui a édité? Demanda-t-il enfin. La signature est celle de Victoria. Le conseil se réunit en urgence. James insista pour qu'Emma soit présente. Il savait que si elle parlait en premier, il serait obligé d'écouter. Il y a eu des modifications non autorisées dans le package financier, commença-t-elle calmement, des faits falsifiés. J'ai apporté l'original et la version corrigée pour comparaison. Qui vous a donné accès à ces documents? L'interrompit Victoria. Je suis assistante du PDG. J'ai accès. Je n'ai pas tiré de conclusion. J'ai simplement montré les chiffres. Victoria se leva et parla durement, fixant Emma. Nous perdons des contrats. Nos partenaires nous échappent. Et si, de temps en temps, on ajuste un peu, c'est le jeu. Non, répondit James. C'est de la falsification. Il se tourna vers Emma. Merci. Puis il regarda Victoria. Vous êtes licenciée. Après la réunion, Emma se tenait près de la fenêtre. Elle savait que quelque chose s'était brisé en elle. Pas seulement dans les documents, mais en elle-même. James s'approcha. Tu n'as pas seulement sauvé l'accord, tu as sauvé la réputation de l'entreprise. Et en même temps, tu as prouvé que le poste que tu convoites, tu ne l'as pas obtenu comme une faveur. Tu l'as pris. Cela ne me rend pas populaire, dit-elle doucement. La vérité rend rarement quelqu'un populaire. Dans les couloirs, on ne parlait plus d'elle, on la craignait. Les collègues commencèrent à l'appeler par son prénom, de manière tenue mais respectueuse. Mais de Victoria, il restait quelques personnes fidèles, désormais en silence. Le même soir, chez elle, Emma se réveilla à cause d'une toux. Lily avait de la fièvre et la pharmacie était fermée, la plus proche était dans un autre quartier. Elle appela un taxi, lorsqu'elle se tenait à la pharmacie en tenant son enfant brûlant de fièvre dans les bras, elle compta à nouveau, il restait $10. À ce moment-là, son téléphone sonna. James, ça va? Lily a de la fièvre. Rien de grave, mentit-elle. Il arriva en 20 minutes, vêtu d'un costume, avec une couverture et un sac de médicaments. Je suis toujours là. Ils roulèrent en silence. Dans sa voiture, il y avait une odeur de cuir et de menthe. Lily dormait sur la banquette arrière. J'étais sûr que tu n'y arriverais pas, avoua-t-il. Excuse-moi. Et moi, j'étais sûr que j'y arriverais, mais j'avais peur que tu ne crois pas en moi. Il la regarda, non pas comme un patron ou un bienfaiteur. Je crois maintenant. Emma coucha Lily et sortit dans la cuisine. James était assis à sa petite table, près d'une tasse fissurée et d'un paquet de sarrasin en arrière-plan. C'est étrange, dit-il. Mais je me sens plus à l'aise ici que dans mon Pentouse. Parce qu'ici, on peut entendre quelqu'un respirer près de soi, répondit-elle.
Ils se turent. Ce n'était pas parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, mais parce qu'en silence, tout avait déjà été dit. Le matin commença avec des fleurs. Sur la table d'Emma se trouvait un bouquet soigné de marguerites sans notes. Elle comprit immédiatement de qui cela venait, non pas parce qu'elle l'avait deviné, mais parce qu'elle savait. James n'était pas habitué aux démonstrations publiques de sentiments, mais dans ce silence, il y avait tout, reconnaissance, confiance, ce qu'elle n'avait pas su accepter auparavant. Elle ferma les yeux un instant, car elle savait que ce calme n'était qu'une pause. Le même jour, dans le couloir, Karina, la directrice adjointe au développement, l'arrêta. C'était l'une de celles qui, récemment encore, était proche de Victoria. « Tu crois vraiment que plus personne ne t'attaquera ?» dit-elle presque à voix basse. Le licenciement de Victoria, ce n'est pas la fin, c'est le début. Le début de quoi? Tu le découvriras tôt ou tard. Le soir, James l'invita à un dîner de travail, sans sous-entendu, sans arrière-pensée, juste un projet. Mais Emma hésitait encore. Si tu t'inquiètes que cela puisse paraître étrange, dit-il, j'ai invité une autre personne. Notre nouveau potentiel investisseur. Tu dois être là. Le restaurant était cher, mais pas prétentieux. Emma arriva à l'heure, même un peu plus tôt. Elle portait une simple robe grise et un regard modeste, mais derrière ce regard se cachait maintenant de la force. L'investisseur était simple, ouvert, d'affaires, même amical. Mais c'est lui, au cours de la conversation, qui, par inadvertance, lâcha. Vous dites que l'entreprise est propre, mais dans le rapport du dernier trimestre, il y a des anomalies. J'ai donné des copies à mon équipe. Emma se tendit. Elle n'avait vu aucune anomalie, mais elle aurait dû. Après le dîner, dans la voiture, elle prit la parole en premier. Je vais revoir les documents de ce trimestre. Peut-être que nous avons raté quelque chose. Je suis avec toi, dit James. Elle passa presque toute la nuit sur les documents et trouva l'erreur. Ce n'était pas le système. De petites distorsions dans les tableaux financiers, répétées systématiquement d'un rapport à l'autre. Les bénéfices étaient gonflés de 10%. Les investisseurs étaient satisfaits, mais à l'intérieur, il y avait une brèche. Elle suivit la chaîne. L'origine, Karina. Les rapports signés par elle passaient par un département intermédiaire, où ils étaient acceptés par le service financier sans entrer dans les détails. Et James, après, signait en se fiant aux données. Elle alla le voir avec le dossier. C'est plus grave qu'avec Victoria. Il lut lentement, attentivement. Si cela ressort, commença-t-il. Ça ressortira, répondit-elle calmement. Il la regarda, non pas comme un patron, ni comme un homme, mais comme quelqu'un qui se tient au bord du gouffre. Je ne peux pas traverser à nouveau un scandale public. Pas maintenant. Si nous réorganisons prudemment, les chiffres reviendront à leur niveau correct d'ici un trimestre. Alors ce sera ta décision et ton mensonge, dit-elle. Le silence. Et si tu ne le dis pas, je le dirai. 2 jours plus tard, il y eut une réunion. Emma ne savait pas si elle serait invitée, mais elle le fut. La salle était pleine. Karina, assise derrière la table, souriait. Alors, James se leva. Un mot après l'autre, il expliqua le plan. Aucun nom pour l'instant, tant que l'enquête n'était pas terminée. Mais dans sa voix, il y avait un choix. Il choisit la vérité. Karina se leva en furie. Ce n'est pas possible. Si vous ne me faites pas confiance, licenciez-moi. Mais rappelez-vous, j'étais là quand votre trouvaille de la pharmacie ne savait même pas comment tenir un rapport. Justement, c'est pour cela qu'elle a vu ce que vous n'avez pas vu, répondit calmement James. Après la réunion, Emma se tenait seule dans les archives, fermant les yeux en silence, pour la première fois depuis longtemps, non pas de fatigue, mais de peur. Car elle comprenait maintenant, elle n'était plus simplement l'assistante du PDG, elle était devenue une figure, un objectif. James entra 1 heure plus tard, sans un mot, simplement il lui prit la main, sans parole, et elle ne se retira pas. « Je ne suis pas sûr que tu aies choisi le bon chemin, murmura-t-il. Mais tu as choisi, et c'est déjà plus que ce que beaucoup font. » Le lendemain, sur son bureau, il y avait une enveloppe sans signature, à l'intérieur une photo de son appartement et une note. « Tu penses que c'était un jeu ? C'était la guerre,
Et la guerre a une réponse. La pluie tombait depuis le matin, dense et lourde, comme une angoisse. Emma se réveilla avec la toux de Lily, une toux sévère. Ses joues étaient rouges, ses yeux ternes, la fièvre presque à 40. Elle appela les urgences. Le médecin dit « Une pneumonie, hospitalisation urgente ». L'enfant était sous oxygène, et Emma était assise à côté, serrant sa main. Le téléphone ne cessait de sonner. Ce jour-là, une présentation du projet stratégique, évalué à des dizaines de millions, était prévue. Tout ce qu'elle avait préparé la semaine dernière devait être présenté aujourd'hui. James appela. « Où es-tu » demanda-t-il immédiatement. « À l'hôpital pour enfants. Lily a une infection. Je ne viendrai pas. Pause. Ni irritation, ni pression. Tout ira bien. Je viendrai plus tard, ne t'inquiète pas pour la présentation. Mais tu es là, à ta place, n'est-ce pas ? » Là, elle était assise dans la chambre d'hôpital, les yeux fixés sur le moniteur où le rythme cardiaque de l'enfant clignait. Les dernières semaines, les murs de verre de la salle de conférence, les manipulations, les menaces, tout cela n'avait plus d'importance. Il ne restait que Lily et sa respiration. Chaque souffle était comme une promesse que tout n'était pas en vain. 1 heure plus tard, la porte s'ouvrit à moitié. James entra, un café dans une main, un petit ours en peluche dans l'autre. Il ne dit rien, s'assit simplement à côté d'elle. « Comment as-tu su dans quelle chambre je suis » demanda-t-elle. « Je suis le CEO, tu te souviens » répondit-il en souriant. « J'ai des contacts, même avec la sécurité de l'hôpital. » Elle sourit pour la première fois de la journée. « Et la présentation » demanda-t-elle. « Ce n'est pas un échec, mais ce n'est pas non plus un triomphe. De toute façon, sans toi, ce n'était pas pareil. » Il se tut un instant puis ajouta « Je sais ce que c'est de sentir que toute ta vie repose sur une seule personne. J'ai aussi eu quelqu'un pour qui j'avais plus peur que de ma propre vie. Ma sœur. Elle est morte, et depuis, j'ai tout construit, l'entreprise, la réputation, l'empire, pour ne plus avoir peur. Mais c'est une illusion. » Il regarda Lily. « La peur n'est pas une faiblesse. Elle te rend vivant. » Emma ferma les yeux, épuisée par ce qu'elle venait d'entendre. « J'ai peur de tout perdre, James. Et toi aussi. » Il lui prit la main. « Alors tiens-toi bien. » 1 semaine plus tard, Lily allait mieux. Emma retourna au bureau, non pas avec un triomphe, mais simplement avec dignité. Personne n'avait pris sa place. Ni son fauteuil, ni son respect, ni sa confiance. Karina avait été licenciée suite à l'enquête interne. La photo devant la porte de son appartement avait été envoyée par un agent de sécurité d'un des sous-traitants, sous la pression de Victoria, qui avait réussi à échapper temporairement à ses responsabilités. James confia l'affaire au département juridique. La menace avait été écartée, pour l'instant. Lors du dîner d'entreprise pour la fin du trimestre, elle était parmi les invités. Pour la première fois, ni avec des dossiers, ni autour d'un café, mais en tant qu'invité, en tant que figure. James prit la parole, parlant d'éthique, de courage, de changement, puis, parmi d'autres choses, il dit « Je voudrais aussi remercier quelqu'un qui est venu chez nous, non pas d'une grande école ou sur des recommandations, mais directement du front de la vie. » Emma, la salle applaudit. Pas par politesse, mais par reconnaissance. Elle se leva pour le remercier brièvement, puis, après, elle sortit sur la terrasse. Il était là. « C'est tout ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit-il, « ce n'est que le début. Et je ne parle pas de carrière. » Elle le regarda. « Et si je renonce à tout sauf à moi et Lily, je resterai quand même, parce que tu n'es pas ma subordonnée, tu es mon équipe, mon choix. » Il lui prit la main, elle ne la retira pas. Cette nuit-là, ils partirent chez elle, sans prétention, sans plan, comme si tout le chemin menant à ce moment était une longue épreuve, mais une épreuve quand même. 6 mois passèrent. Emma n'était plus simplement une assistante. Elle fut nommée directrice du développement opérationnel. Pas parce qu'elle était la femme du patron, ils n'étaient même pas ensemble, officiellement mais officieusement, ils l'étaient. Lily grandissait, ses premiers pas sous son regard et celui de James. Sur le mur de l'appartement, une nouvelle image apparut. 3 personnes, une maman, une petite fille,
et quelqu'un de grand avec une cravate, mais avec un sourire. Et dans cette image, il n'y avait pas de fin heureuse, juste la vie, réelle.